Je vous remercie de vous être joints si nombreux à nous aujourd'hui pour un webinaire qui est très d'actualité et très pertinent. Je vous dis d'actualité parce que d'ailleurs, ici au niveau fédéral au Canada, il y a une initiative pour bannir les plastiques et le gouvernement fédéral a lancé un grand programme de financement de la recherche justement pour évaluer les impacts des plastiques sur l'environnement et la santé humaine aussi. Concours qui va avoir lieu là, au cours des prochains mois et puis donc des grosses subventions vont être octroyées justement au printemps pour adresser cette question qui est très pertinente. La France est très, très avancée dans ce domaine de recherche au niveau de l'écotoxicologie. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter notre conférencière. C'est Magali Baudrimont, qui est professeure d'écotoxicologie à l'Université de Bordeaux et qui mène des recherches depuis plusieurs années à la station de recherche d'Arcachon, un endroit d'ailleurs magnifique que j'ai eu l'occasion de visiter. Et Magali a déjà travaillé avec moi, entre autres, sur des projets sur l'anguille et elle travaille aussi sur des questions reliées aux fameuses huîtres d'Arcachon, entre autres, et avec toutes sortes de contaminants, que ce soit les métaux et maintenant les nanoplastiques. Alors, la conférence d'aujourd'hui est une co-animation et co-présentation d'Écotoc, le regroupement des écotoxicologues du Québec, et de Chapitre Saint-Laurent, qui est un chapitre régional de CITAC, donc que vous connaissez sûrement tous. L'animation se fera conjointement entre Maëva, qui l'écoute avec nous aujourd'hui, qui va gérer la période des questions, et moi-même, donc Maëva Giraudot, qui travaille à Environnement Canada, et moi-même, qui est professeur à l'INRS ici et directeur d'Écotoc. Et il y a aussi Isbat, qui est notre coordonnatrice, qui gère les aspects techniques. Donc, pour la conférence d'aujourd'hui, qui va durer 30 à 40 minutes pour la présentation de Magali, on va ensuite enchaîner avec une période de questions qui va suivre jusqu'à midi, heure locale du Québec, donc 17 heures, heure de France, heure à laquelle nous terminerons l'événement. La conférence est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube d'Écotoc par la suite pour ceux qui veulent la revoir. Pour la présentation d'aujourd'hui, on peut poser des questions de plusieurs façons. D'abord, vous pouvez les poser dans le chat, donc cliquez sur la petite boîte conversée, là, où vous allez pouvoir voir les messages. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire pour être sûr de ne pas oublier vos questions à tous ou encore à l'animateur moi-même ou à la co-animatrice Maëva Giraudot ou encore à la conférencière. Ou si vous préférez, vous pouvez garder vos questions pour la fin et activer votre microphone à ce moment-là et votre caméra pour poser la question directement à la conférencière. Alors, je vous demanderai, tout le monde a fermé leur micro, c'est très bien. Je vous je vous présente maintenant Magali Baudrimont qui va vous présenter son webinaire sur les nanoplastiques, la fraction insoupçonnée de la pollution plastique et sa toxicité pour les organismes aquatiques. Alors, Magali, à toi la parole. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Et je vais vous parler de cette fameuse fraction nanoplastique qui est encore aujourd'hui très peu étudiée et très, très difficile à appréhender, et notamment en termes de toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques. Alors, si j'arrive à passer mes diapos. Voilà. Alors, juste quelques données de contexte général de la pollution plastique dans les océans. On a à peu près une idée de la quantité de microplastiques. Donc, la fraction microplastique, c'est la fraction qui est déterminée entre une taille de 1 micron à peu près 5 mm. Il a été dénombré à peu près 300 000 tonnes de microplastiques dans les océans. Et donc, c'est une pollution à l'échelle mondiale puisqu'on va retrouver cette pollution dans tous les océans du globe.
Et donc là, vous avez une cartographie des microplastiques qui ont été estimés à la surface des océans avec en blanc toutes ces traînées blanches que vous voyez ici qui correspondent à des fractions de plastique. Chaque point représente à peu près 20 kg de plastique. Donc, il a été estimé qu'à l'échelle du globe, ça représente environ 250 milliards de particules, mais les particules que l'on peut quantifier, donc plutôt à l'échelle du microplastique. Donc, cette pollution plastique à l'échelle mondiale, elle se concentre au niveau de 5 grands gyres océaniques, ce qu'on appelle le 7e continent, de façon plus générale. Et donc, vous voyez, il y a le gyre Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud, et au niveau de l'océan Indien. Donc, compte tenu des courants océaniques, ça va se concentrer les plastiques au niveau de ces zones. Et en termes de surface, ça représente à peu près 6 fois la taille de la France. Et on peut retrouver ces plastiques jusqu'à une profondeur de l'ordre de 30 mètres par endroit. Et certaines estimations ont pu quantifier jusqu'à 5 kg de plastique pour 1 kg de plancton au niveau de ces zones très concentrées en plastique. Alors, au niveau des types de plastique que l'on va retrouver en mer, à 80 à 90%, on va surtout retrouver des polyéthylènes. Donc, ça va être les plastiques majeurs qu'on va retrouver qui sont utilisés dans le secteur de l'emballage principalement. Et puis 10 à 20% de polypropylène. Et ensuite, les autres pourcents, c'est des polystyrènes, PVC, etc. Donc, ce qui veut dire que ce qui est vraiment majeur en termes de type de plastique, c'est plutôt polyéthylène et polypropylène. Donc là, je vous ai juste mis quelques images de ces microplastiques récupérés en mer à partir de filets manta qui sont des filets à plancton en fait, qu'on tire à l'arrière des bateaux. Donc, quand on récupère ces plastiques, on les récupère avec tout un tas d'autres organismes, ici par exemple des algues. Et il y a tout un travail de tri qui doit être fait pour récupérer ces plastiques qu'on va retrouver de différentes formes, tailles, couleurs, avec des fragments, des fibres, des plastiques plutôt durs, plutôt souples. Et on va donc trier et caractériser ces plastiques, donc caractériser le type de polymère qui est présent dans ces plastiques. Et puis, quand on peut également essayer de caractériser les métaux ou les polluants organiques persistants qui sont absorbés à leur surface en fait, au cours de leur trajet en mer. Donc, au niveau de la production mondiale de ces plastiques, donc, selon les données de Plastique Europe de 2018, vous voyez un petit peu cette évolution des années 50 jusqu'à aujourd'hui. On a une production annuelle globale qui n'a fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, on est à près de 350-400 millions de tonnes produits à l'échelle mondiale sous forme de polymères ou de fibres, comme on vient de le voir juste à l'instant. Et si on essaye de regarder les prévisions à long terme jusqu'en 2050, malheureusement, cette production de plastique, elle est plutôt sur une pente exponentielle. Donc, on est censé continuer à produire encore des déchets en grande quantité. Ce qui est assez positif, c'est qu'on voit que parallèlement, il y a le recyclage qui augmente également, l'incinération, mais on va quand même se retrouver avec des rejets de plastique qui vont continuer d'augmenter dans nos océans. Donc, ce qui est assez alarmant vu déjà l'état de contamination à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on voit de la pollution plastique dans les océans d'un point de vue très macroscopique, sont des images que vous avez déjà dû voir. Donc, les microplastiques sont facilement ingérés par un certain nombre d'organismes marins. Donc là, vous avez l'exemple d'un albatros qui a le système digestif complètement rempli de débris de plastique, de différentes formes, tailles, couleurs, tout un tas de plastiques différents et qui va conduire évidemment à étouffer ces organismes. Donc ça, c'est ce qu'on voit assez facilement. Et ce qu'on connaît aussi comme exemple classique, c'est les tortues qui vont ingérer des sacs plastiques parce qu'elles les prennent pour des méduses et qui vont également s'étouffer à cause de la présence de ces plastiques. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, macroscopique des plastiques en mer, le premier effet d'étouffement des organismes marins par ingestion de ces plastiques. Il y a un autre aspect qu'on connaît un petit peu moins de ces microplastiques en mer, c'est que ça conduit à la formation de nouveaux écosystèmes
puisque la quantité de plastique qu'on retrouve en mer, ça va servir de refuge à pas mal d'organismes et qui vont pouvoir se développer de façon intense finalement dans l'océan, alors que si elles n'avaient pas trouvé ce type de support en pleine eau, elles ne se développeraient pas. Et donc, on voit tout un tas d'écosystèmes se développer avec des algues, des bivalves, des petits crustacés, tout un tas d'espèces. Et en particulier, pas mal de méduses. Donc ça inquiète un petit peu parce que ça fait beaucoup de supports possibles pour le développement des méduses. Et puis, ce que ça implique également, c'est le développement et le transport de certains organismes pathogènes. Vous voyez sur ces images des exemples de bactéries, par exemple, certaines qui peuvent être pathogènes et qui peuvent être de cette façon fixées sur les microplastiques en mer ou macroplastiques, être dispersés à l'échelle globale. Et il y a pas mal d'études qui commencent à s'intéresser aussi à cette problématique. Donc ça, c'est la face, on va dire, la plus émergée de cette pollution que l'on voit assez facilement. Mais on se rend compte qu'on a une autre fraction des plastiques qui est complètement invisible et qui est très difficile à appréhender aujourd'hui, c'est la fraction nanoplastique. Donc, à partir de ces microplastiques que l'on peut récupérer en mer, donc à partir des estimations dont je viens de vous parler, on aurait 350 millions de tonnes de plastique produits. 2 à 5% selon les estimations, voire 10% de cette quantité serait rejetée chaque année dans les océans. Donc, si on fait le calcul, on aurait environ 17 à 20 millions de tonnes de plastique rejetés dans les océans chaque année. Mais quand on fait les quantifications des microplastiques qu'on récupère en mer, des estimations suite à des prélèvements, finalement, on ne retrouve que quelques centaines de milliers de tonnes de plastique, donc 300 000 tonnes à peu près. Donc, la question qui se pose, c'est où sont passés les autres milliers restants, voire millions restants. Donc, on pense, et il a été prouvé que à partir de cette fraction microplastique, en fait, on a une production de nanoplastiques qui correspond en fait à la suite de la dégradation de ces plastiques en mer sous l'action des UV, des vagues, de la lumière, etc. Donc, en laboratoire, effectivement, il a été prouvé qu'on pouvait, à partir de microplastiques récupérés en mer, si on les soumet à des UV pendant plusieurs mois sous agitation, si on mime en fait les conditions océaniques, on produit progressivement, effectivement, une fraction plus fine de nanoplastiques. Donc, les nanoplastiques en termes de taille sont définis entre 1 et 1000 nanomètres. Et ce sont des objets qui ont un comportement colloïdal, ça veut dire qu'ils vont rester en suspension dans la colonne d'eau et qui vont donc subir un mouvement brownien, donc qui va faire qu'ils vont rester relativement stables en solution, ces nanoplastiques. Et comme vous voyez sur cette image en microscopie électronique à transmission, ces nanoplastiques, ils ont des formes très différentes. Ce n'est pas du tout des sphères, des billes toutes lisses comme on utilise souvent dans les études en écotoxicologie en laboratoire. Ce sont vraiment des objets qui sont classés dans tous les sens avec des formes qu'on définit comme anisotropes, donc des formes dans tous les sens avec un rapport surface-volume du coup qui est beaucoup plus important qu'une simple sphère. Et donc, si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe dans l'océan, donc on a nos 350 millions de tonnes de plastique produits par an. Environ 5% se retrouvent dans le milieu aquatique, mais seulement 300 000 tonnes de débris sont effectivement quantifiés. Donc, ce qui nous fait qu'il nous manque 98% de cette quantité de plastique qui rejoint les océans. Donc, à partir des macroplastiques, on a, sous l'effet des vagues des UV et de l'hydrolyse, la dégradation microplastique dont je viens de vous parler. Mais cette dégradation, elle ne s'arrête pas à l'échelle microplastique. En fait, elle continue sous l'effet des mêmes facteurs, UV, hydrolyse et vagues. Elle continue sous forme de nanoplastiques. Et ces nanoplastiques, donc, ils peuvent avoir différents... attendez, j'essaie de m'enlever la fenêtre. Voilà. Peuvent avoir différents comportements en fait, dans l'océan, donc sous l'effet du pH, de la force ionique, etc. On peut observer des phénomènes d'homo-agrégation de ces plastiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'agréger entre eux, ce qui va augmenter leur taille et ce qui va modifier leur biodisponibilité vis-à-vis des organismes aquatiques. Ils peuvent aussi s'hétéro-agréger avec des matières en suspension, la matière organique, les micro-organismes,
Donc là aussi, ça peut modifier leur biodisponibilité. Et selon l'intensité de ces processus d'agrégation et selon la densité atteinte de ces agrégats, on peut avoir des phénomènes de sédimentation. Donc, on a des plastiques, hein, bien sûr, qui ont sédimenté au fond des océans. Et ces plastiques peuvent être resuspendus ensuite secondairement sous l'effet mécanique des courants. Et il y a une fraction de ces nanoplastiques qui peut rester en suspension dans la colonne d'eau. Et la grosse différence avec les microplastiques, c'est qu'on se rend compte que les nanoplastiques, on peut les retrouver sur toute la colonne d'eau. Et ils peuvent secondairement absorber des polluants à leur surface. Et ce phénomène d'absorption va être d'autant plus intense que la taille des nanoplastiques est petite, puisque plus la taille d'un objet diminue, plus le rapport surface sur volume augmente. Donc, ça veut dire que les réactions de surface, on se retrouve dans la problématique des nanoparticules de façon générale, les propriétés de surface sont modifiées, ce qui va augmenter les capacités de réaction avec d'autres composés, notamment des métaux ou des polluants organiques. Et ils peuvent devenir de cette façon des vecteurs importants d'autres types de polluants vis-à-vis des organismes aquatiques. Donc, en termes d'effet ou d'impact de ces plutôt nanoplastiques, je vais plutôt parler des nanoplastiques, voilà quelques exemples des choses que l'on voit dans la littérature. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques exemples que je vous montre et ensuite, je vous parlerai de nous, ce qu'on essaie de développer dans notre laboratoire. Donc là, vous avez une étude qui a été développée sur des larves d'huîtres à partir de microbilles de polystyrène fluorescentes pour pouvoir les suivre en microscopie à épifluorescence à différentes tailles. Et donc, vous avez sur l'image A des polystyrènes de 160 nanomètres. Donc là, on est vraiment à l'échelle nanoplastique. Puis sur la figure B, des plastiques de 1,84 microns. Donc là, on est plutôt dans la phase microplastique, même si c'est petit comme microplastique. Et ensuite, c'est 20 microns. Donc là, c'est vraiment des microplastiques de taille moyenne. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus la taille de ces microbilles de polystyrène diminue, plus la capacité d'absorption par les huîtres augmente. Et dans le cas des nanoplastiques ici de 160 nanomètres, 100% des larves d'huîtres ont en fait intégré, ingéré, on ne peut pas dire absorbé parce qu'on ne sait pas si ces nanoplastiques sont rentrés dans les tissus, mais en tout cas sont rentrés dans les huîtres, au moins entre les valves des huîtres. Et donc 100% de la solution a été intégrée par les huîtres, alors que pour celles de taille intermédiaire ici, on n'a que 20% des huîtres qui vont les capter, et pour les plus grosses, aucune huître ne va les capter. Donc on a cet effet taille, bien sûr, qui va énormément jouer sur la biodisponibilité de ces plastiques vis-à-vis des organismes aquatiques. Quelques exemples d'impact. Donc là, ce sont encore des études menées avec des billes de polystyrène de 70 nanomètres de diamètre. Les billes de polystyrène, les plus souvent utilisées, sont enrobées de polymères et fonctionnalisées avec des groupements hydroxyles. Et donc là, vous avez des exemples d'impact sur une algue verte, Cnidesmus obliquus, des impacts sur la croissance. Et on voit nettement ici sur la figure A qu'en fonction de la concentration en nanobilles de polystyrène qui augmente, on a une augmentation de l'inhibition de croissance de l'algue. Mais ici, les concentrations utilisées sont relativement élevées. On est entre 44 et 1100 mg par litre. Donc ça, c'est sur une algue verte. Et puis, si on regarde sur un organisme un peu supérieur ici, sur la Daphna magna, pour des concentrations encore relativement élevées ici de 0,22 à 150 mg par litre, on voit des effets également sur la taille des adultes et sur la reproduction, puisqu'on a une diminution du nombre de néonates produits, par exemple ici, et une diminution de la taille également de cette descendance. Donc, les effets, effectivement, sont avérés à l'échelle nanoplastique. Autre type d'effet plus macroscopique, ce sont des anomalies également de développement sur les larves de Daphnie. Toujours avec la même étude, avec par exemple une bosse qui apparaît sur la carapace, des malformations des antennes et des spicules, ou les soies des antennes ici qui sont atrophiées. Donc on voit que cette fraction nanoplastique, il a déjà été montré qu'elle était capable d'avoir des impacts sur les organismes aquatiques.
Une autre étude intéressante, c'est cette fois par transfert trophique, où une mini-chaîne trophique a été exposée à des nanoparticules de différentes tailles, donc des très fines, de l'ordre de 50 nanomètres, et des plus grosses, 180 nanomètres, toujours les mêmes types de nanoplastiques, des billes de polystyrène enrobées de polymères fonctionnalisés cette fois avec des groupements amines, donc ce qui change leur charge de surface. Elles sont positives, celles-ci, alors que les carboxylatées sont négatives. Toujours à des concentrations relativement élevées. Mais dans cette étude, il a été montré donc, un transfert trophique des algues très contaminées à ces nanoparticules vers les daphnies et les daphnies contaminées ingérées par les poissons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe des effets sur le comportement du poisson suite à la contamination par cette voie trophique. Juste un exemple de ces effets. Alors, je ne vois pas toute la légende là avec Zoom. On observe une augmentation du temps pour que le poisson puisse se nourrir pour les particules les plus fines, ici de 50 nanomètres par rapport au témoin. Une augmentation également de la distance parcourue par rapport au contrôle. Et puis, au contraire, une diminution de l'exploration. Une fois que le poisson a mangé, il arrête très vite d'explorer son aquarium pour voir s'il reste de la nourriture. Et son activité également diminue après s'être nourri. Donc, on voit qu'on peut avoir des effets à différents niveaux, des effets sur la croissance, sur la reproduction et même sur le comportement. Par contre, toutes ces études sont en général menées à partir de microbilles de polystyrène, carboxylatées la plupart du temps, fonctionnalisées, des fois avec des fluorophores. Et ce type de nanoparticules ne représente pas du tout les nanoplastiques que l'on retrouve effectivement en milieu naturel, comme je vous l'ai présenté déjà un petit peu tout à l'heure. Donc, si on essaye de schématiser un peu la fragmentation d'un microplastique en nanoplastique, alors au départ, on a une bille sphérique. Ici, cette bille sphérique, sous l'influence des UV, des dégradations en mer, va progressivement se fracturer en petits fragments, voilà, de plus en plus petits. Et ces petits fragments, comme vous le voyez, ils se cassent de façon aléatoire et on ne retrouve pas du tout de billes de nanoplastique. Ce sont vraiment des objets avec des dimensions fractales anisotropiques très différentes et très loin d'une sphère. Donc ça, au niveau des études écotoxicologiques, c'est vrai qu'on a besoin de standardiser un petit peu les méthodes, mais travailler uniquement avec des billes, des nanobilles, essentiellement de polystyrène, qui n'est pas le polymère le plus retrouvé en milieu marin, pose un petit peu problème. Donc, parmi les facteurs, les paramètres qu'on doit considérer et qui ne sont pas forcément évidents à appréhender quand on s'intéresse à la toxicité des nanoplastiques, il y a tout un tas de paramètres qui va caractériser ce nanoplastique qu'on va retrouver dans notre environnement. Donc, bien sûr, les caractéristiques physico-chimiques intrinsèques, donc le type de polymère, la taille, la forme, la charge ou la fonction de surface. Souvent, les nanoplastiques contiennent des additifs qui sont rajoutés, des additifs externes, des surfactants, des biocides, des fluorophores. Donc, ça, ce sont des paramètres qui peuvent jouer sur leur toxicité. On a également des additifs internes. Donc, quand on voit des plastiques colorés, ce sont des colorants métalliques. On a des plastifiants, du bisphénol A, des biocides, des nanofibres. Ces nanoplastiques en milieu naturel peuvent se complexer avec la matière organique, comme je vous l'ai dit, donc ce qui peut augmenter parfois leur biodisponibilité. Et puis, in fine, on a tous les polluants potentiellement absorbés à leur surface, tels que les métaux traces et les polluants organiques persistants en général. Donc, on a tout un tas de paramètres dont il faut tenir compte quand on veut évaluer la toxicité de ces nanoplastiques. Et des fois, on n'a pas toutes ces données pour pouvoir vraiment conclure sur l'effet de ces nanoplastiques. Et tous ces paramètres vont forcément jouer sur la capacité d'absorption par les algues, par exemple, déjà à la base du réseau trophique, sur les capacités de transfert trophique le long des réseaux, des chaînes alimentaires, et sur la capacité d'ingestion des poissons, par exemple, en fin de chaîne, ou leur capacité de contamination directement par la respiration. Et donc, in fine, sur les effets toxiques, bien sûr, de ces nanoplastiques. Donc, du coup, ce qui a commencé à se développer, ce sont des études
à partir de nanoplastiques récupérés à partir de prélèvements en milieu naturel. Alors, ce n'est pas la fraction nanoplastique elle-même qu'on peut récupérer, puisqu'on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, mais on peut récupérer des microplastiques en milieu naturel, en mer, en rivière, sur les plages, par exemple. Et ensuite, en laboratoire, on peut broyer ou maturer ces microplastiques pour récupérer la fraction nano de ces plastiques en milieu naturel. Donc, c'est ce qui a été fait dans cette étude, où on a une comparaison, en fait, cette fois de polyéthylène, donc les polymères les plus retrouvés en mer, qui ont été, d'une part, récupérés en milieu naturel, PEN. Donc là, c'était des polyéthylènes qui ont été triés à partir de microplastiques récupérés dans le gire atlantique nord et qui avaient une taille inférieure à 450 nanomètres. Donc, ce sont des microplastiques broyés et qui ont donné des nanoplastiques de moins de 400 nanomètres, 450 nanomètres. Et on a comparé ces plastiques issus de milieux naturels à des polyéthylènes, une solution de nanoplastique de polyéthylène broyée à partir de pellets de polyéthylène de référence et à peu près de la même taille, au moins de 450 nanomètres. Et on a exposé des algues, cette fois c'est une Desmus suspicatus, à ce deux types de plastique à des concentrations allant de 1 à 1000 microgrammes par litre, donc à des concentrations relativement faibles par rapport aux études précédentes. Et ce que l'on constate, c'est que pour les nanoplastiques de référence, on observe effectivement une inhibition de croissance de l'algue verte, mais seulement à 48 heures, dès les plus faibles concentrations quand même, 1 microgramme par litre, mais une inhibition de croissance relativement faible. Alors qu'avec les polyéthylènes issus du milieu naturel, là on observe des inhibitions de croissance beaucoup plus marquées, notamment à 48 heures. Et l'effet dès la plus faible concentration à 1 microgramme par litre est observé dès 10 heures d'exposition. Donc on voit très bien que les nanoplastiques issus du milieu naturel, donc là du polyéthylène, sont beaucoup plus toxiques que les polyéthylènes classiques issus de pellets de polyéthylène qu'on achète dans le commerce. Alors, pourquoi ces nanoplastiques sont plus toxiques? Alors, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, forcément. On sait qu'ils sont capables d'absorber un certain nombre de contaminants à leur surface en mer. Et là, en particulier, il a été mesuré sur ces deux solutions de plastique, les PEN issus du milieu naturel ou les PE de référence, les concentrations en tout un tas de métaux traces. Et si vous regardez les ratios entre les métaux contenus sur les polyéthylènes du milieu naturel par rapport à ceux de référence, on voit très nettement des concentrations beaucoup plus élevées, par exemple en aluminium, en zinc, en fer, en chrome, en cuivre, en arsenic, etc. Donc forcément, il y a un effet global des nanoplastiques issus de l'environnement, par exemple ici liés aux métaux absorbés à leur surface. Alors toujours dans cet état d'esprit, donc les recherches qu'on mène dans notre laboratoire s'intéressent aussi à des zones de transition qui sont très peu étudiées au niveau de la pollution plastique entre l'eau douce et l'eau de mer. La plupart des études ont beaucoup été concentrées sur le milieu marin et puis de plus en plus, bien sûr maintenant en eau douce au niveau des rivières. Et dans les zones de transition, en fait, il y a très très peu d'études qui ont été menées et pourtant sont des zones très intéressantes et potentiellement très sensibles à la pollution plastique. Et là, dans le cadre d'une ANR qui a été développée avec l'UMR Géosciences de Rennes, qui est portée par Julien Gigot. Julien Gigot qui est maintenant à l'Université Laval à Québec d'ailleurs depuis la rentrée. On s'est intéressé à la pollution plastique dans les mangroves. Donc, les mangroves, ici, par exemple, de Guadeloupe, sont des écosystèmes très intéressants puisqu'ils sont à l'interface eau douce, eau de mer. Il y a une faible hydrodynamique, ce qui fait que ça va favoriser fortement les gradients, à la fois de salinité et de température. Et on va avoir donc des stratifications dans ces milieux. Et la question qui se pose, c'est comment se comportent les nanoplastiques dans cet environnement. De plus, ce sont des écosystèmes très riches en biodiversité
et qui reçoivent en fait de la pollution plastique à la fois des océans, donc par l'apport océanique, et à la fois d'eau douce. Et là, vous avez l'exemple d'une mangrove à proximité de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui reçoit des déchets issus d'une décharge à ciel ouvert qui se trouve juste en amont. Et donc, on voit bien là des plastiques qui sont piégés en fait dans les racines des palétuviers. Donc, comme on a une faible hydrodynamique, un très gros chevelu de racines, les plastiques sont piégés à cet endroit. Or, on a énormément de vie, bien sûr, dans ces environnements, beaucoup d'alevins de poissons qui sont des zones de nourricerie et de reproduction pour pas mal d'organismes. Donc, on a potentiellement une accumulation de micro- et nanoplastiques dans ces environnements. Et dans le cadre de cet ANR, c'est ce qu'on a voulu étudier. Donc, dans le cadre de cet ANR, il y a une thèse qui a été développée, la thèse de Zélie Venel, et je vais vous montrer quelques exemples de ces résultats. Donc, l'objectif, c'était de comprendre le comportement des nanoplastiques représentatifs de l'environnement dans un gradient de salinité et d'évaluer du coup ce comportement sur la toxicité des nanoplastiques pour les organismes aquatiques. Donc là, les nanoparticules étudiées, alors je ne vais pas vous montrer bien sûr tous les résultats, mais juste pour vous donner une idée de ce qui a été comparé dans cette thèse, il a été utilisé des billes de polystyrène utilisées classiquement dans les études écotoxicologiques de la littérature, donc soit des PSL latex toutes simples, soit des PSL fonctionnalisés avec des carboxyles. Donc ces types de billes de polystyrène donc sont sphériques, monodispersées, de formulation générale inconnue et contiennent des additifs. Et à côté de ça, donc on a comparé les effets de nanoplastiques issus de prélèvements directement en milieu naturel, donc issus de plastiques secondaires qui ont été broyés pour obtenir des nanoplastiques de taille de 100 à 900 nanomètres. Donc, ces plastiques de Guadeloupe miment les nanoplastiques environnementaux. Ils sont de forme irrégulière, anisotropes, ils présentent un continuum de taille, c'est un mélange de plastiques, ils sont relativement oxydés et ils ne contiennent pas d'additifs. Et à côté de ça, on a essayé de développer des polystyrènes, des nanoplastiques de polystyrène qui sont, entre guillemets, de référence, c'est-à-dire qui sont préparés de la même façon que les nanoplastiques issus du milieu, issus de l'environnement, donc qui ont une forme irrégulière, anisotrope, un continuum de taille, mais là, c'est un seul type de plastique, des polystyrènes, pour comparer aux polystyrènes classiquement utilisés. Ce sont des granulés industriels légèrement oxydés et sans additifs. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de nanoplastique de référence, entre guillemets, mais qui a des caractéristiques proches de ce qu'on peut trouver dans l'environnement. Et donc, un premier travail, ça a été de comprendre ce qui se passe dans le gradient de salinité, notamment des mangroves, quel est le comportement de ces nanoplastiques dans un gradient de salinité. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que dans la plupart des études menées en eau de mer, on va prendre une solution de nanoplastique qui est préparée dans de l'eau molécule en général, et on va injecter cette solution dans le milieu d'exposition. C'est ce qu'on appelle, une méthode de contamination en batch, c'est-à-dire qu'on a un aquarium avec de l'eau de mer et on rajoute directement la solution de nanoplastique pour exposer les organismes. Dans ce cas-là, la plupart du temps, on observe un phénomène d'agrégation de ces nanoplastiques. C'est ce que vous avez ici. Au cours du temps, quand on ajoute la solution de nanoplastique dans l'eau de mer, on a une augmentation de la taille des plastiques. Donc, on n'est plus, à bout d'un moment, on n'est plus à l'échelle nanométrique. Donc, on se retrouve avec des objets beaucoup plus gros à l'échelle micro et donc qui n'ont pas du tout la même biodisponibilité qu'un nanoplastique. Et la question s'est posée de savoir comment ces nanoplastiques se comportaient si on les faisait passer le long d'un gradient de salinité. Ici, c'est une micropuce qui mime le gradient de salinité qu'on a dans une mangrove. Donc, on a deux entrées, l'entrée eau douce avec les nanoplastiques, l'entrée eau de mer. Et dans la micropuce, on crée un gradient de salinité avec le sel qui va diffuser dans l'eau et les nanoplastiques qui vont diffuser vers le sel. Et on se retrouve avec deux sorties, une sortie eau douce où finalement les nanoplastiques restent stables et à la taille d'origine, ce qui est normal puisque c'est comme si on était dans la solution d'origine. Mais par contre, si on regarde la sortie B,
dans la sortie salée, on constate que les nanoplastiques s'agrègent certes un peu plus que dans la sortie A, mais par contre, la taille reste stable dans le temps et reste à l'échelle nanométrique. Donc, ce qui veut dire qu'on a un comportement des nanoplastiques, notamment de l'agrégation, qui est différent si on passe dans un gradient de salinité qui mime une mangrove ou un estuaire, comparativement à l'ajout direct des nanoplastiques dans de l'eau de mer. Donc ça peut tout changer au niveau des réponses, évidemment, écotoxicologiques, si on tient compte de cet effet de stabilisation, finalement, des nanoplastiques dans l'eau de mer. Donc ça, c'est le comportement pour des PSL classiques de 200 nanomètres qui sont souvent utilisés dans la littérature. Mais on a le même comportement pour les PS-NP et même pour les NPG, c'est-à-dire les plastiques, les nanoplastiques de forme anisotrope avec un gradient de taille. On observe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en batch, on a une forte agrégation qui fait qu'on sort de la gamme nanométrique et on repasse dans la gamme micro, alors qu'en sortie de micropuce, on stabilise nos nanoplastiques à l'échelle nanométrique, ce qui correspond à ce qui se passe en milieu naturel. Donc l'idée, ça a été d'utiliser cette micropuce pour exposer des huîtres en milieu salé, mais en stabilisant les nanoplastiques en amont. Donc là, on a travaillé sur l'huître de palétuvier, Isoniomon alatus. Donc pourquoi cette espèce? Parce que c'était une espèce typique de l'écosystème étudié, des mangroves. Donc elle se retrouve dans toutes les mangroves tropicales du monde. C'est un bivalve filtreur, donc il va filtrer de grandes quantités d'eau, qui bioaccumule facilement les contaminants et donc qui est utilisé comme bioindicateur de pollution et qui est assez facile à maintenir en laboratoire. Et d'autre part, localement, ces huîtres Isoniomon, là c'est Isoniomon alatus, mais le genre Isoniomon est parfois consommé par des populations locales, que ce soit en Guadeloupe ou en Nouvelle-Calédonie par exemple. Donc il peut y avoir un risque aussi de transfert jusqu'à l'eau. Donc, comment est-ce qu'on a regardé les effets de cette pollution nanoplastique sur ces huîtres? Comme là, l'idée, c'était de travailler avec des solutions nanoplastiques représentatives de l'environnement et à des concentrations environnementales, donc plutôt de l'ordre du microgramme par litre. On a regardé les effets par transcriptomique. Donc, on a regardé l'expression d'un certain nombre de gènes impliqués dans différentes fonctions par PCR quantitative, donc des réponses précoces que l'on peut mesurer chez l'huître suite à l'exposition à ces nanoplastiques. Donc, on a bien sûr des gènes de référence et puis on a regardé des gènes impliqués dans les mécanismes d'endocytose, c'est-à-dire comment est-ce que les nanoplastiques vont rentrer dans nos cellules, des mécanismes impliqués dans la perturbation du métabolisme mitochondrial, dans la gestion du stress oxydant, dans les mécanismes de détoxication, notamment par les ABC transporteurs, dans les mécanismes également de réparation de l'ADN, donc qui sont témoins de dommages à l'ADN, et enfin impliqués dans l'apoptose, donc la mort cellulaire. Donc là, les huîtres ont été acclimatées dans de l'eau de mer à 25 degrés. Elles ont été nourries par des mélanges d'algues tous les 2 jours et acclimatées 3 semaines avant de passer en mode exposition. Donc là, les huîtres ont été introduites dans des bocaux indépendants pour chaque condition, avec 4 huîtres par bocal, 3 réplicas par condition, et 2 huîtres ont été poulées à chaque fois pour les analyses. Et donc, le système de microfluidique a été appliqué pour exposer ces huîtres. Donc, on a une solution de nanoplastique qui est dans de l'eau millicue, qui est injectée dans la micropuce par le canal A. L'eau de mer artificielle est injectée par le canal B. Et ensuite, les canaux de sortie qui contiennent les nanoplastiques stabilisés et non agrégés sont introduits dans le milieu d'exposition. Et au bout de 7 jours, donc, on dissèque les huîtres et on regarde dans les branchies et les masses viscérales quelles sont les réponses. Alors, voilà ce que ça donne, par exemple, ici avec les plastiques broyés de polystyrène aux doses faibles de 4 à 37 microgrammes par litre. Au niveau des branchies, pour commencer, on constate qu'on a une induction des gènes impliqués dans les mécanismes d'endocytose et notamment les mécanismes d'endocytose par la clatrine
Et par la clatrine, ça veut dire que normalement, ce sont des particules de moins de 200 nanomètres qui sont endocitées par cette voie. Donc, ça veut dire là que ça correspond aux tailles des nanoplastiques qui ont été produits. Ensuite, on voit que ces nanoplastiques perturbent le fonctionnement du métabolisme mitochondrial. Il y a génération également d'un stress oxydant par stimulation des enzymes antioxydantes. Stimulation également des mécanismes de détoxication et des mécanismes de réparation à l'ADN. Donc, on voit bien qu'on a des effets sur beaucoup de fonctions cellulaires dès les faibles doses, après 7 jours d'exposition déjà au niveau des branchies, avec ces nanoplastiques qui ont été stabilisés en amont par le système en microfluidique. Si on regarde ce qui se passe dans la masse viscérale, on constate qu'on a également des mécanismes d'endocytose qui sont induits, cette fois par la cavéoline, donc ce qui signifie que ce sont des objets plus gros, a priori, qui sont endocytés, donc peut-être des phénomènes d'agrégation à ce niveau-là. Et on a un petit peu les mêmes mécanismes qui sont perturbés, le métabolisme mitochondrial, du stress oxydant, de la détoxication, des mécanismes de réparation de l'ADN induit et également des mécanismes d'apoptose qui sont déclenchés. Si on regarde les réponses avec les nanoplastiques de Guadeloupe issus du milieu naturel à des doses un peu plus faibles, ici de 1 à 15 microgrammes par litre, toujours dans les branchies. La différence avec les polystyrènes précédents, c'est qu'on a un mélange de polymères et surtout, c'est qu'on a des polluants probablement absorbés à leur surface. Donc là, au niveau des mécanismes étudiés, on voit également une induction des mécanismes d'endocytose, cette fois par la cavéoline. Et donc, ça veut dire que les objets là sont un peu plus gros que les PS vus précédemment. Et effectivement, dans la gamme de taille que je vous ai montré au début, ils sont un petit peu plus gros, ces nanoplastiques, donc ils rentrent par essentiellement les mécanismes cavéolines. On observe encore une fois une perturbation du métabolisme mitochondrial, la génération d'un stress oxydant, de la détoxication de façon plus intense qu'avec les autres nanoplastiques, probablement liés aux polluants absorbés à leur surface, des mécanismes de réparation de l'ADN et déjà de l'apoptose au niveau branchial. Donc des effets un peu plus importants, un peu plus intenses avec ce type de nanoplastique. Et au niveau des masses viscérales, de la même façon, on observe de l'induction des mécanismes d'endocytose, qui veut dire que ces objets rentrent dans les cellules. Pas de perturbation par contre du métabolisme mitochondrial, mais toujours du stress oxydant, de la détoxication, de la réparation de l'ADN et de l'apoptose. Donc, si on résume un petit peu les résultats obtenus avec ces deux types de nanoplastiques, on constate que dans tous les cas, même ici en comparant au PSL carboxylaté, dans tous les cas, on induit les mécanismes d'endocytose, que ce soit dans les branchies ou dans les masses viscérales. Donc, ça veut dire qu'on a bien ces objets qui sont internalisés dans les cellules. On observe du stress oxydant, et donc si on regarde spécifiquement les faibles doses de NPG ou de PS broyés, on a du stress oxydant qui est généré, une perturbation du métabolisme mitochondrial, les mécanismes de réparation de l'ADN, donc des atteintes à l'ADN, les mécanismes de détoxication dans les branchies et dans la masse viscérale, c'est à peu près les mêmes effets. Et par contre, ce qui est différent, ce qui change un petit peu entre les deux types de plastiques, c'est qu'on a plus de mécanismes d'apoptose induits dans le cas des nanoplastiques issus de Guadeloupe, comparativement aux nanoplastiques de référence, où on a un petit peu d'apoptose ici dans les masses viscérales, mais qu'on n'a plus après à forte dose. Et si on compare ça au PSL carboxylaté classiquement utilisé dans la littérature, on voit bien que les effets sont plus importants avec ces nanoplastiques issus du milieu naturel ou mimant les plastiques du milieu naturel comparativement à ces PSL carboxylatés sphériques qui ont des propriétés qui sont assez éloignées de ce qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Donc, pour conclure, par rapport à ces approches au niveau de la toxicité des nanoplastiques, donc on voit ici le réel intérêt d'utiliser des protocoles les plus représentatifs de l'environnement, d'une part en termes de type de nanoparticules de plastique, qui soient vraiment représentatifs en termes de forme, de taille, de caractéristiques physico-chimiques. Ce qui est important aussi, c'est de travailler à des concentrations plus environnementales, essayer de baisser les doses pour étudier les effets, et puis de tenir compte de la dynamique spatio-temporelle et notamment du gradient de salinité que vont subir ces objets lorsqu'ils sont rejetés en mer. En fait, ils proviennent pour la majorité d'entre eux de l'eau douce.
et donc qui subissent ce gradient de salinité et qui va avoir un rôle très important sur la stabilisation de ces nanoplastiques ensuite en mer. Et donc, on voit donc de façon générale un impact plus important des nanoplastiques issus du milieu naturel par rapport à des polystyrènes broyés et encore plus par rapport à des polystyrènes latex classiquement utilisés. Ceci est lié en grande partie au fait que les nanoplastiques de l'environnement sont souvent des vecteurs de métaux traces ou de polluants organiques toxiques. On voit aussi, grâce à la transcriptomique, aux réponses précoces, des effets dès les très faibles concentrations. Je ne vous ai pas détaillé, mais on voit des effets dès le microgramme par litre sur les huîtres. Et je n'ai pas eu le temps de vous montrer non plus les résultats, mais la toxicité est effectivement plus importante lorsque l'on va utiliser la méthode d'exposition en microfluidique qui va stabiliser ces nanoplastiques par rapport à l'exposition classique en batch où on rajoute directement les nanoplastiques dans l'eau de mer. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup Magali, c'était un super intéressant webinaire. Merci à toi de nous avoir parlé de tout ça, très intéressant travail. Je vais prendre le relais pour les questions. Je vais commencer par voir les questions qu'on a reçues directement dans le chat et ensuite on ouvrira éventuellement aux questions directement si les gens veulent ouvrir leur micro et leur caméra. Alors, je vais commencer avec une question de Lou Paris qui te demande, au début, quand tu parlais du travail de tri des plastiques, elle se pose la question de savoir si ce tri est manuel ou s'il existe une méthode automatisée. Là, ce que je vous ai montré, c'est une méthode manuelle. Hein. C'est sur le bateau, les gens qui trient à la pince les différents fragments. À ma connaissance, il n'y a pas de méthode automatisée, je pense, aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, oui, ça reste manuel. Hein. D'accord. Est-ce que, par exemple, vous avez l'utilisation de tout ce qui est micro-FITR ou ce genre de technologie? Après, ça c'est pour déterminer après le type de polymère qui est présent dans les fragments. Donc, ça, oui. Mais au départ, voilà, le tri, il est manuel. Oui. D'accord. Merci. On a ensuite une question de Anthony Fontaine qui demande si les résultats de transformation des plastiques observés dans les océans sont transférables aux eaux douces et aux eaux estuariennes. Alors justement, c'est ce qui est en train d'être étudié à l'heure actuelle dans le cadre de l'ANR dont je vous parle. Là, les résultats ne sont pas encore tous publiés, mais justement, l'idée, c'est d'essayer de déterminer les nanoplastiques s'ils sont bien formés de la même façon qu'on l'imagine en mer. Et donc, c'est tout le travail de cette ANR qui n'est pas encore terminé. Mais les mécanismes, oui, ils sont probablement les mêmes et on imagine qu'en eau douce, on a déjà des nanoplastiques. Là, on a des programmes de recherche qui ont commencé aussi sur les rivières pour essayer de déterminer exactement la même chose. Et on imagine que oui, c'est probablement les mêmes modes de dégradation, peut-être pas avec la même vitesse, mais en tout cas, oui, les nanoplastiques sont probablement formés dès les eaux douces, même avant d'arriver en mer. Merci. On a une question de Rino Dubé qui demande quel est l'effet des micro-organismes sur la dégradation des microplastiques en mer. Ah oui, alors ça, moi je ne suis pas une grande spécialiste, mais effectivement, il y a des chercheurs qui ont commencé à caractériser certaines bactéries qui sont capables de commencer à dégrader les plastiques en mer. Donc, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais oui, il y a des recherches qui sont menées sur ces aspects-là. Et effectivement, il y a quelques bactéries qui ont été caractérisées, qui seraient capables de les dégrader, mais c'est extrêmement lent, hein, comme toute dégradation de polluants organiques. Toute biodégradation en fait, de polluants organiques en milieu naturel, c'est quand même très, très lent. Mais on commence à avoir des recherches et des preuves, effectivement, que certaines peuvent dégrader les plastiques. Intéressant. Et moi, j'avais une question sur quand tu as fait le récapitulatif des résultats, je me demandais si vous aviez une idée pourquoi dans les nanoplastiques de référence, l'apoptose et les mécanismes de dégradation à l'ADN en fait, disparaissaient à haute dose par rapport à la faible dose. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Oui, alors ça c'est intéressant justement comme question, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que quand on augmente la concentration d'exposition, en fait on va favoriser une part d'agrégation parce que les particules vont pouvoir plus facilement se rencontrer les unes les autres. C'est-à-dire quand on est à très faible dose, on est vraiment, les particules sont tellement dispersées qu'on reste vraiment à l'échelle nanométrique, d'autant plus bien sûr si on passe par la micropuce. Mais quand on augmente la concentration, on a un peu d'agrégation.
Donc, on diminue la disponibilité des plastiques et du coup, on diminue un peu aussi la toxicité. Ah bah oui, ça fait du sens, effectivement. Voilà. Écoute, pour moi, dans le chat, c'est tout ce que j'ai eu comme question. Est-ce que si jamais il y a des gens qui veulent se manifester maintenant pour poser des questions en direct, n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Oui, en attendant que s'il y a des gens, gênez-vous certainement pas, oui, pour intervenir directement puis discuter avec notre conférencière d'aujourd'hui. Moi, j'en avais une petite, justement, j'en ai en fait quelques-unes, mais une que je me demandais, tu parlais au début de ta présentation de la dégradation des microplastiques en nanoplastiques. Est-ce que c'est un processus qui s'arrête là ou ça continue éventuellement que les nanoplastiques finissent par se dégrader au niveau moléculaire puis simplement disparaître ou devenir des simples composés moléculaires? Ça, on sait pas trop, on saurait pas trop dire exactement, mais d'après les chimistes, alors moi je suis pas chimiste, mais les chimistes avec qui je travaille, je pense qu'à un moment donné, ça s'arrête cette dégradation. Enfin, ça va pas jusqu'au polymère final, hein, parce qu'il y a une sorte de stabilisation à un moment donné en fonction de la taille et qui fait qu'on ne va pas jusque vraiment la dégradation totale. Mais bon, voilà, il faudrait demander vraiment aux chimistes responsables, enfin spécialistes de ça, c'est Julien Gigot en particulier, avec qui on travaille. Et donc, a priori, ça ne va pas jusqu'à la dégradation totale. Il y a une taille où ça reste stable. Ah, OK. OK, c'était assez intéressant. Je me demandais justement si ça allait finir par disparaître éventuellement. Non, a priori, non, je ne crois pas. OK. Donc, on se ramasse vraiment avec une accumulation potentielle de nanoplastiques. Ouais. Donc, ça arrête là. Donc, ça va être le point d'accumulation où là, ça va agir comme des éponges, dans le fond, pour absorber d'autres contaminants puis causer des effets toxiques qui ont été relevés. Donc, si je comprends bien, les nanoplastiques sont beaucoup plus toxiques que les microplastiques. C'est ça. Déjà, la grosse différence entre les deux, c'est que c'est vraiment internalisé dans les cellules. Un microplastique, c'est trop gros pour être internalisé. Donc, ça va avoir des effets plus physiques au niveau des branchies. Ça peut se coller au niveau des branchies. Ça peut, chez les bivalves, ça va augmenter la production de mucus pour essayer d'évacuer ces nanoplastiques avec les pseudofécès. Donc, on a une augmentation de la production des pseudofécès. Puis, on a des phénomènes d'étouffement au niveau de l'intestin parce qu'ils ne sont pas facilement évacués. Et donc, on a des effets plus, on va dire, secondaires après de ces microplastiques par les polluants absorbés à leur surface aussi. Mais en tout cas, le microplastique, lui, ne rentre pas dans la cellule. Alors que le nanoplastique, on se retrouve dans la problématique des nanomatériaux, c'est qu'on est à des tailles où ça va pouvoir être endocité. Hein, c'est ce qu'on a vu là dans les résultats. Ça va rentrer dans les cellules. Et ça va générer, bien sûr, tous les effets qu'on connaît classiquement avec les nanomatériaux au niveau cellulaire. Hein. Donc, l'effet majeur, c'est le stress oxydant. Ça, c'est un effet classique que l'on voit. Même par fixation à la membrane, sans forcément être endocité, ça peut déjà générer ce type de stress. Et puis ensuite, toutes les autres fonctions dont je vous ai parlé. Et voilà, ça, c'est la grosse différence entre le micro et le nano. Et après, le nano, c'est aussi cet effet taille qui va jouer sur la capacité d'absorption. Plus la taille est petite, plus la capacité d'absorption de surface va être importante. Et donc, ça va être des vecteurs encore plus puissants d'autres types de contaminants comme les métaux, les polluants organiques persistants, et qui vont être transmis comme ça par absorption des plastiques vers les organismes aquatiques. Intéressant. Patrice, moi j'ai encore 3 questions là, de nos côtés. On a Philippe Junot qui a levé la main. Philippe, si tu veux prendre la parole. Oui, donc merci pour cette belle présentation. Merci. Au niveau des océans, puis bon, dans les eaux, comment vous arrivez à déterminer les concentrations environnementales de nanoplastiques? Parce que, si j'ai bien compris, là, vous n'arrivez pas à récupérer ces nanoplastiques-là et vous arrivez en disant que c'est des concentrations de l'ordre du microgramme par litre. Comment arriver avec cette estimation de concentration des nanoplastiques? Pourquoi ce n'est pas des concentrations plus élevées, par exemple, ou plus faibles? Ce sont des concentrations qui sont estimées. En réalité, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas quantifier cette fraction de nanoplastique en milieu naturel. Et là, on se base sur des estimations qui ont été faites par d'autres études. Hein. Ce n'est pas nous qui avons fait ces estimations-là, même si dans l'ANR dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui est prévu, mais qui n'est pas encore fini. Mais en tout cas, il y a eu des estimations à partir des rejets de microplastiques. Si on estime la capacité de dégradation en nanoplastique, on peut arriver à des estimations de l'ordre
du microgramme litre, effectivement, qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Après, tout dépend voilà, de la localisation. Si c'est proche, si c'est au niveau des gyres où il y a vraiment une concentration, si c'est proche de rejets de station d'épuration, par exemple, ça peut des fois être plus élevé que ça, mais pas beaucoup plus que quelques dizaines de microgrammes litres, hein, a priori. Merci. On a une question de Simon Blé qui demande: est-ce qu'on a fait des études sur la toxicité des huîtres adultes sur les organismes qui les consomment, incluant l'humain? À ma connaissance, non. Enfin, avec les nanoplastiques, vous voulez dire? Je pense que ça doit être ça. Avec la fraction nano, non. À part les études que je vous ai montrées là, de transfert trophique jusqu'au poisson, j'en connais pas qui vont jusqu'à l'homme, hein, non. Par contre, bon, par curiosité, j'ai des collègues chimistes qui ont mesuré les plastiques potentiellement dans leurs urines et ils en ont trouvé. Donc, c'est pas très rassurant. Mais en tout cas, il y a quelques études qui ont été faites chez l'homme pour essayer de déterminer s'il y avait des plastiques effectivement dans l'urine. On en trouve. Après, le lien entre vraiment la quantité potentielle qu'on a dans la nourriture, potentiellement les huîtres, et le transfert à l'homme, ça, non. Je ne connais pas d'études qui ont encore fait ces estimations-là. Hein. Je pense que c'est encore très compliqué. On est capable de quantifier les microplastiques, mais dans des huîtres, par exemple, mais en dénombrant ces plastiques dans les tissus, on n'est pas encore capable de quantifier les nanoplastiques dans les tissus. Ça, c'est encore un challenge analytique. Les chimistes avec qui on travaille font tout pour essayer de développer les méthodes pour essayer de vraiment les déterminer, mais à des doses vraiment environnementales, on n'y arrive pas. On peut arriver à quantifier ces nanoplastiques dans des tissus d'organismes aquatiques si on les a contaminés à très forte dose en laboratoire, mais à des doses environnementales, on n'a pas encore les techniques analytiques. Donc là, on n'est pas encore capable de le faire. D'accord. On a une question de Carole Fleury qui demande si tu connais des études qui portent sur l'efficacité de stations d'épuration des eaux usées à retenir les microplastiques. Alors, des études qui ont vraiment quantifié en amont et en aval d'une station d'épuration qu'est-ce qui est vraiment retenu, il y en a sûrement. Hein. Moi, je ne connais pas forcément toute la littérature là-dessus. Il y en a une partie des microplastiques qui est retenue. Par contre, ce qui l'est beaucoup moins, c'est tout ce qui est fibres. Ça passe à travers les stations d'épuration. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est encore peu étudié parce que ce n'est pas très facile non plus d'arriver à récupérer les fibres en milieu naturel. Mais on sait que tout ce qui est fibres, notamment liées au textile, hein, il y a beaucoup de fibres plastiques dans les textiles, les polaires, les choses comme ça. Donc ça, on sait que ça passe au niveau des stations d'épuration. Après, à quel pourcentage, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, on en retrouve en sortie de station d'épuration, ça c'est sûr. Je pense que c'est l'équipe de Chelsea Washman à Toronto qui avait fait une étude sur les fibres qui sortaient des machines à laver, mais je ne pense pas qu'elle soit allée jusqu'à aller regarder à l'effluent. Mais ça a été... Oui. Après lavage des textiles, on sait que oui, on retrouve plein les eaux usées, mais au niveau des stations, c'est pas très bien retenu parce que justement c'est fin et donc ça passe à travers les filtres. Mais après, à quel pourcentage, je ne suis pas sûre qu'on ait des données vraiment chiffrées là-dessus. Quelle est la quantité retenue dans la station par rapport à ce qui est réellement rejeté? Ça commence juste, il n'y a pas beaucoup d'études encore vraiment là-dessus, mais c'est encore compliqué de le quantifier, mais je pense qu'il y a des études qui le font, hein, qui commencent à le déterminer. Merci. On a une autre question de Cyprien Sirtu qui demande: est-ce que vous avez une idée de la forme dont les métaux sont fixés sur les nanoplastiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est ionique, nanoparticulaire, agglomérat, de façon hétérogène, homogène, etc. Non, ça, on n'a pas idée pour l'instant. Non, ça, je ne peux pas dire du tout. Là, les mesures de métaux qui ont été faites sur les plastiques, c'est après digestion de la solution, donc on dose classiquement la charge en métaux dessus, mais savoir sous quelle forme est le métal absorbé à la surface, là, pour l'instant, non, là, on ne sait pas réellement. Ça peut être, ça peut être lié à de la matière organique, ça peut être sous différentes formes. Hein. Là, non, pour l'instant, on n'a pas caractérisé. D'accord. Et on a une dernière question de Joanne Dupuis qui demande: est-ce qu'il est possible d'estimer l'exposition de l'homme aux nanoplastiques à partir des concentrations connues dans son environnement, comme les océans, les fleuves, etc. On devrait pouvoir, si on arrive à quantifier plus dans la nourriture, ce qu'on pourrait consommer
Donc, les produits de la mer principalement, mais pas que, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a aussi des plastiques dans les viandes, dans les légumes, on peut en trouver un peu partout. Mais si on arrive à quantifier un petit peu dans toutes les denrées alimentaires, à un moment donné, bien sûr, on pourra estimer l'exposition chez l'homme. Mais là, c'est pas encore fait, hein, c'est en cours. Mais forcément, à un moment donné, on arrivera à le faire et bien sûr, c'est une question fondamentale, hein, de savoir quelle est l'exposition, et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir déterminer des seuils tolérables pour l'environnement. Donc, enfin, comme d'habitude, quoi. Mais pour l'instant, oui, on n'a pas fait cette estimation, c'est encore compliqué. D'accord. Ah, on a encore une question qui vient d'apparaître. Mesli Nassima qui demande, mis à part les mollusques filtreurs, les brouteurs sont-ils autant exposés à la contamination par les microplastiques? Et si oui, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été faites là-dessus? Alors, sur les brouteurs, personnellement, je n'en connais pas vraiment d'études là-dessus. C'est beaucoup d'études qui sont faites à partir d'expositions dans l'eau. Donc, c'est souvent un peu ce que je vous ai montré, des algues, des copépodes, zooplancton, filtreurs, crustacés, microcrustacés. Vraiment, les brouteurs, non, je ne connais pas d'études encore là-dessus. Sur les gastéropodes, je ne connais pas trop, donc je ne saurais pas dire, mais a priori, si c'est comme pour les nanomatériaux, on peut imaginer que c'est quand même un comportement proche, hein, les nanoplastiques des nanomatériaux métalliques, par exemple. Les brouteurs peuvent être contaminés par le biofilm qu'ils vont ingérer, hein, par exemple. Donc là, c'est tout à fait possible que par la sédimentation, de toute façon, des microplastiques et nanoplastiques sur du microphytobenthos ou du biofilm périphytique en rivière, bien sûr, les brouteurs soient des maillons qui sont potentiellement à risque. Oui, bien sûr. D'accord. Bah, écoute, c'était la dernière question. Magali, au nom du chapitre Saint-Laurent, on voulait te remercier énormément d'être venue aujourd'hui faire le webinaire. Merci. Très apprécié, excellent webinaire. Je vais laisser la parole à Patrice qui va faire la conclusion. Oui, conclusion très, très brève. C'était absolument fascinant comme webinaire. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas entendu tantôt, il va être diffusé sur notre chaîne YouTube bientôt. Il y a encore beaucoup de questions. Je pense que moi, j'en avais encore, puis on aurait pu discuter encore très longtemps. Donc, c'est beaucoup le début de plusieurs recherches absolument intéressantes et fascinantes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt aujourd'hui. On a eu un pic de 61 personnes qui étaient présentes à ce webinaire, donc c'est plutôt remarquable. Alors, bravo. Merci beaucoup, Magali, de ta contribution à notre groupe et puis à notre série de webinaires. Et au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et puis oui, j'espère à bientôt. J'espère qu'on se verra pour notre colloque conjoint l'année prochaine avec un peu de chance. Ce serait bien, ouais. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Tous, au revoir.